aujourd'hui pour notre webinaire. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation de nos consultants Accountemps et Robert Half pour ce premier webinaire financier organisé en collaboration avec Ernst & Young. Charles Carlier et Nicolas Trefoy se présenteront brièvement à vous dans quelques minutes. Ce sont nos deux experts de chez Ernst & Young qu'on a le plaisir d'accueillir. Virtuellement cette fois-ci. On espère évidemment que les prochains sujets pourront vous être proposés en présentiel dans nos différentes localisations, tant à Wavre, Charleroi et à Liège. Mais aujourd'hui, donc via ce webinaire, grâce à leur expertise, Charles et Nicolas vont aborder le sujet suivant. Donc, comment se préparer à la révolution annoncée et déjà en marche dans les relations avec les administrations fiscales. Nous vous invitons à poser vos questions pendant ce webinaire. Vous trouverez à cet effet un Q&A box au bas de votre écran sur laquelle vous pouvez déjà laisser vos questions en cours de webinaire. Nous, enfin surtout Nicolas et Charles, tenteront évidemment d'y répondre au fur et à mesure. Ce sera évidemment peut-être pas possible de répondre à toutes les questions en direct, donc n'hésitez pas en fin de webinaire à poser à nouveau votre question si nos experts n'y ont pas répondu. Vous pouvez bien sûr choisir de poser vos questions de manière anonyme. Et par ailleurs, vu le caractère parfois très confidentiel de certaines situations, vous ne devez pas non plus hésiter à reprendre contact par la suite avec nos experts de chez Ernst & Young pour poser vos questions à la suite de cette session. Voilà, je précise de nouveau qu'on parle de confidentialité, que ce webinaire est enregistré. Je rappelle également à ceux qui désirent recevoir une attestation ITA qui peuvent évidemment en faire la demande par email. Je pense que Nora vous a envoyé les invitations par email. C'est le plus simple de retourner vers elle. Je voudrais également d'ailleurs justement profiter de ce moment d'introduction pour remercier mes collègues, déjà Nora Adouf et Romane Gérard aussi pour leur aide précieuse dans l'organisation de ce webinaire, ainsi que Laura Dantine et Chloé du bureau de Charleroi. Donc voilà, avant de commencer, on va d'abord se présenter peut-être brièvement. Je vais demander à Charles de commencer, ensuite Nicolas, et puis moi je vous dirai un petit mot aussi. Donc Charles, je te cède la parole. Merci Cédric. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Charles Carlier, je suis associé au département fiscal chez EY. J'ai plus de 22-23 ans d'expérience maintenant dans la fiscalité, souvent dans des environnements de société comme EY. Et donc, si j'ose dire, j'ai pas mal bourlingué au niveau fiscal. Ce qui justifiera aussi peut-être le premier sujet que nous avons choisi ici avec Robert Half de vous présenter, que j'introduirai ici ainsi que la table des matières. Je vais laisser Nicolas, mon collègue, se présenter aussi en quelques secondes. Bonjour, Nicolas Trefoy. Moi, je suis directeur au département fiscal chez EY. J'ai environ 14 ans maintenant d'ancienneté et d'expertise dans le domaine de l'impôt des sociétés. J'ai toujours travaillé en collaboration avec Charles et pas mal bourlingué aussi, si vous me permettez l'expression, dans ce secteur-là et dans les relations notamment avec l'administration fiscale et la commission de ruling aussi plus particulièrement. Voilà, alors bon, peut-être une mise en perspective du sujet. Pourquoi ce sujet? Quand avec Cédric, on a discuté d'un trajet possible de séminaires financiers, ce sujet, à titre presque introductif, nous est venu à l'esprit parce que, effectivement, il est probablement temps, déjà tard sans doute, de faire ce point sur la révolution. Alors bon, les termes sont un petit peu, je dirais, volontairement provocateurs, mais la révolution annoncée en marche des relations avec les administrations fiscales. Pourquoi? Ça sort d'un double constat. Un constat d'abord sur le terrain. Donc, on a pu se rendre compte ces dernières années à quel point il y avait une évolution dans les relations avec l'administration fiscale à différents niveaux, dans l'attitude des administrations portée par une politique qui est cachée derrière, si j'ose dire, et qui est aussi supportée dans la loi. C'est-à-dire que le deuxième axe, c'est très, très clairement un cadre législatif qui évolue dans un sens qui ne dit pas toujours son nom ou quand il le dit, ne l'assume pas forcément toujours. Alors là, derrière, il y a la problématique de la sécurité juridique.
Aujourd'hui, l'environnement a changé à divers niveaux. Il y a une crise économique. Maintenant, n'étant pas toujours en crise économique, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire qui a pu justifier toute une série de choses, d'avancées législatives parfois discutables, et qui a pu renforcer l'administration fiscale, dans la conviction qu'effectivement, elle pouvait, dans certains cas, agir d'une façon qui était parfois un petit peu limite, je dirais, par rapport à la législation existante, supportée en ça, une fois encore, par une politique, voire par la loi, qui évolue d'ailleurs encore, j'aurai l'occasion encore de souligner ça. À côté de ça, on a une évolution de l'environnement technique, technologique, qui vient faciliter ça. Puisqu'évidemment, la digitalisation permet aujourd'hui aux autorités fiscales d'accéder beaucoup plus rapidement, beaucoup plus complètement à toute une série d'informations et beaucoup plus transversalement aussi quant aux matières et géographiquement aussi quant aux localisations, à de l'information susceptible de lui permettre de comprendre ce que vous faites, le contrôler et le contester potentiellement. Alors, l'administration est bien décidée à utiliser cette digitalisation. Alors bon, ça peut être au profit d'une certaine efficacité. C'est en tout cas sous cette bannière-là que la digitalisation est présentée par les autorités fiscales. Mais c'est en tout cas au profit, je dirais, parfois d'un petit problème de transparence, d'une réduction des contacts avec les autorités fiscales, d'un allègement, je dirais, des procédures qui ne sont pas toujours en faveur de cette sécurité juridique et de la protection du contribuable. Donc, tout cet environnement cumulé doit amener le contribuable aujourd'hui ou le professionnel conseiller à augmenter, je dirais, le niveau de protection de ces données, à augmenter, je dirais, sa vigilance en matière de communication d'informations et de se préparer à ces nouveaux contrôles fiscaux. Alors, nous ne disons pas aujourd'hui que l'administration est totalement, je dirais, révolutionnée déjà. Elle a parfois plus d'informations qu'elle n'est capable d'en traiter, il faut le reconnaître, mais c'est en marche. Les outils sont là et de plus en plus, on constate qu'elle s'organise pour les utiliser mieux. Donc, il est véritablement temps d'être bien conscient qu'il faut de plus en plus agir en mode préventif qu'en mode curatif. Il y aura de moins en moins de possibilités d'agir en mode préventif, dans mode curatif, pardon, dans les contrôles fiscaux, parce que bien souvent, le contrôleur se présentera vers vous au moment où il sait déjà tout, avant même que vous en soyez rendu compte d'un certain point de vue, puisque vos informations auront déjà été digérées par toute une série de moyens de réseau d'échange d'informations, on y reviendra. Alors, dans ce contexte-là, il reste encore un instrument de sécurité juridique qui nous semblait très important de rappeler, voire même de promouvoir, c'est le ruling fiscal. Si maintenant je passe au slide de la table des matières, vous verrez qu'on va entamer le débat autour de la pratique des contrôles fiscaux, qui est, je dirais, l'axe premier en mode presque curatif, si j'ose dire. Hein. Ça, c'est un élément important. On fera un petit point sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on constate et ce qu'on voit comme évolution potentielle. Je ne sais pas si on peut passer au slide suivant pour visualiser la thématique. J'essaie désespérément de le faire. Ça marchait très très bien il y a encore quelques minutes. Les joies du direct, comme on dit. Et le deuxième point, ce sera justement, et c'est Nicolas qui le portera, qui a notamment une pratique assez importante de la commission de ruling, du service des décisions anticipées pour être techniquement plus précis. C'est Nicolas qui portera cette partie. La troisième partie sera destinée à avoir une vision presque plus philosophique de l'évolution des choses et de la volonté des autorités fiscales de créer un mode dit plus collaboratif entre les contribuables et l'administration. Certains pays qui ont une culture plus propre à cette collaboration, je pense aux Pays-Bas notamment, ont déjà mis en place un système selon lequel vous collaborez en temps réel presque avec les autorités fiscales plutôt que d'être dans un mode où vous déclarez, vous agissez, et puis ensuite un contrôleur vient un jour vous voir et conteste éventuellement ce que vous avez fait, avec un effet rétroactif toujours assez désagréable et une perception qui n'est pas alors une perception de collaboration, mais toujours un petit peu sanctionnatoire. Donc il y a une volonté aujourd'hui, en Belgique aussi, d'aller vers ça. Alors culturellement, ça va être peut-être un petit peu plus difficile à mettre en place, mais par contre, les outils sont en train de se mettre en place et on parlera d'échanges internationaux d'informations, mais on parlera aussi de conformité fiscale coopérative, qui est le jargon un peu barbare qui a été utilisé pour désigner cette nouvelle volonté de collaboration. Et on essaiera de comprendre là derrière ce qui se cache là derrière, dans quelle mesure c'est un bon deal, puisque
En principe, c'est un échange entre plus de transparence de la part du contribuable, mais plus de prévisibilité au bénéfice du contribuable. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il faut avoir confiance dans cette approche? Et comment faut-il se positionner? Alors, j'entame le vif du sujet sur la pratique des contrôles fiscaux. Bon. Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui et ces dernières années, et qu'est-ce qui sera la tendance, sans aucun doute, des années qui viennent? C'est véritablement une rationalisation de la stratégie des contrôles fiscaux. D'ailleurs, le contrôle de papa est mort, si vous me passez l'expression, dans le sens où le cas type où le contrôleur fiscal s'annonçait un mois à l'avance pour prévoir une petite visite personnelle, envoyer ses questions que vous pouvez préparer ou pas, arriver sur place, parfois tout seul, parfois, si c'est un contrôleur à l'impôt des sociétés, accompagné du contrôleur de la TVA dans le meilleur des cas, et puis commencer à tourner devant vous des cahiers de factures pendant que vous faisiez autre chose et revenez de temps en temps vous demander une information complémentaire. Tout ça est très très loin derrière nous. Je ne dis pas que ça ne peut pas encore exister, mais ce n'est pas du tout la stratégie actuelle. La stratégie actuelle de l'administration fiscale est véritablement d'essayer, sur base d'ailleurs de statistiques qu'ils ont relevées, voire publiées, puisqu'il y a des publications de statistiques des types de contrôles fiscaux qui sont les plus rentables, d'essayer de cibler les contrôles fiscaux sur ce qui est le plus rentable et le moins gourmand en termes d'investissement en temps. Alors, on ne parle pas en temps pour le contribuable, on parle en temps pour l'administration fiscale, parce qu'à la fois, il y a une volonté de contrôler plus et mieux, et à la fois, les budgets n'ont pas augmenté. C'est même l'inverse, puisqu'on constate que dans les administrations fiscales, alors que politiquement, on explique qu'on va vers plus de contrôle, on a réduit les effectifs de contrôleurs purs, si j'ose dire. D'ailleurs, quand vous discutez avec un contrôleur fiscal issu d'un contrôle fiscal, ils sont souvent très amers par rapport à l'évolution des choses, qui se sentent la plupart du temps assez dépossédés des choix possibles, ça on va y venir, hein, c'est la notion de data mining, des choix possibles du contribuable à contrôler, et bien souvent, je dirais, ils sont beaucoup plus des outils pour, je dirais, rendre des rapports et compiler des listes de contribuables à challenger qu'ils n'ont pas décidé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les contrôles aujourd'hui sont la plupart du temps axés sur des sujets ou des contribuables spécifiques. Alors, soit c'est des secteurs, on voit les ASBL, le secteur non-profit a été pas mal screené, les intercommunales maintenant, ça c'est un petit peu plus ancien puisque les intercommunales sont maintenant le plus souvent à l'impôt des sociétés. On contestait leur passage à l'impôt des personnes, leur existence à l'impôt des personnes morales. Les indépendants ont pas mal été chassés, si j'ose dire. Les sociétés de management ont été ciblées. On a le secteur de la pharmacie qui a pas mal été, je dirais, contrôlé ces dernières années, typiquement par des audits informatiques avec des programmes qui étaient très calqués sur les programmes informatiques comptables des pharmacies, typiquement. Donc, l'administration se met à jour, on y viendra, sur les programmes informatiques qui sont allés chercher la bonne réponse au bon endroit. Ou bien des incitants fiscaux, l'exonération de précompte professionnel, tout qui a mis en place de l'exonération de précompte professionnel sur la tête des chercheurs en matière de R&D, sur les heures supplémentaires, par exemple, vous travaillez en équipe ou de nuit, a probablement vu passer des demandes de renseignements, des contrôles ciblés. Les QFIE, donc les crédits d'impôt, je peux encore en citer d'autres. L'objectif est parfois de cibler des mesures qui coûtent très cher au Trésor, parce que ce sont des incitants fiscaux, tout ce qui touche à l'innovation, le précompte professionnel typiquement, ou bien d'essayer de faire changer certains comportements sur des réputations parfois, hein, dans certains cas, comme le secteur du transport, ou le secteur des indépendants ou des sociétés de management. Alors, il faut savoir, et on ne s'est pas vu communiquer la toute dernière liste, mais il y a encore 2 ans, nous avons eu en main la liste, parce qu'il circule des listes, de comportements ou de secteurs typiquement ciblés. Et cette liste est assez intéressante, elle circule à l'intérieur des administrations, mais elle n'est pas publiée, dans lesquelles vous avez le listing des secteurs ou des constructions juridiques attaquées. Ça peut être par exemple les usufruits sur immeuble, bon, voilà, qui sont attaqués, ça c'est la colonne 1. L'investissement qu'on a l'intention de mettre en temps, heures de contrôle sur ces secteurs, et il y a même un aspect de rentabilité. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, dans l'évolution de l'administration fiscale, dans ces documents internes, ce n'est pas justement une vue de l'esprit que vous pouvez percevoir dans un contrôle fiscal.
bien que les contrôleurs ne sont pas encore rémunérés au sens strict sur leur rentrée fiscale. Mais par contre, il y a déjà des indicateurs très clairs qu'il y a des budgétisations de contrôle à l'intérieur des administrations fiscales et en face d'un secteur à contrôler ou d'un comportement à modifier, on a des perspectives budgétaires de récupération d'impôts. Ce qui change assez bien la donne, évidemment, puisque la vision de l'administration fiscale telle qu'elle nous était présentée, qu'on vivait sur le terrain dans le passé, était plutôt que le contrôleur était là pour laisser l'église au milieu du village, si vous me passez l'expression, mais peu importe que le contrôle se termine par un redressement effectif, en cash ou pas d'ailleurs, ou simplement quelques petites tapes sur les doigts pour que ça aille mieux dans le futur, le contrôle était fait, le contrôle était considéré comme rempli. Aujourd'hui, il y a des critères de rentabilité qui sont derrière. Ils sont mis en vis-à-vis du coût que représentent les contrôles fiscaux. Et en parallèle, on essaye de réduire les coûts de fonctionnement de l'administration fiscale en standardisant les processus. On se retrouve typiquement avec des demandes de renseignements. Nous, comme on a un panel de clients extrêmement large, on retrouve cachés derrière des contrôles fiscaux, des demandes de renseignements qui sont de véritables copier-coller l'une de l'autre sur les mêmes sujets, démontrant bien que ce n'est plus le contrôleur qui décide de sa demande de renseignement dans son coin. Il y a des demandes qui ont été testées, qui ont été validées et qui sont envoyées comme des ranges à toute une série de contribuables, ce qui est censé, bien sûr, faire gagner du temps et de l'efficacité, ce qui parfois nous a amené à des situations un petit peu cocasses où l'inspecteur, parfois lui-même, n'étant pas spécialiste de la matière dans laquelle on lui avait tout à coup demandé d'approcher certains contribuables, avait besoin d'éducation technique à la matière. De notre part, parfois, il nous est arrivé d'organiser des réunions avec l'administration fiscale pour les mettre au fait d'une matière que tout à coup, il s'était vu obligé de contrôler quand il n'y avait pas de service spécialisé, ce qui est à la limite un petit peu dommageable pour la sécurité juridique là aussi, parce que bon, quand on connaît moins la matière, on peut faire plus de dégâts. Je ne suis pas en train de parler d'incompétence, je suis en train de parler de désorganisation potentielle. Donc, on a aussi des fonctionnaires qui sont baladés d'un secteur à l'autre, qu'on décide tout à coup de mettre en droit d'enregistrement alors qu'ils étaient à l'ISOC et qui sont censés, la plupart du temps, se former à peu près sur le terrain. Donc, ce n'est pas évident. Donc, standardisation des processus, contrôle axé sur le retour sur investissement et alors le data mining. Aujourd'hui, on sait que les chiffres ont pu un peu évoluer, parce que c'est certainement pas vers le bas. Donc, au moins 4 contrôles sur 5 sont aujourd'hui décidés en data mining. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont sur base des données collectées par le grand ordinateur, je vais l'appeler comme ça pour faire simple, qu'on va décider qui on contrôle et sur quels critères. Le choix libre du contrôleur aujourd'hui de dire tiens, à l'époque, je me souviens de contrôle où j'avais demandé à un contrôleur pourquoi on contrôlait cette société dans un zoning du Brabant wallon. Il m'avait dit mais moi, je cours tous les samedis matins ici dans le zoning et je suis passé devant cette société. J'ai trouvé vraiment que ça avait l'air florissant, que c'était intéressant ce qu'il faisait et donc j'ai décidé de la contrôler. Tout ça, c'est terminé. Alors, c'est un bien ou un mal, mais disons que c'est terminé. Alors, on se retrouve avec des contrôleurs qui reçoivent des listes sorties de l'ordinateur, qui sont dans leur juridiction et qui doivent aller contrôler. Donc, ça signifie quoi pour le contribuable aujourd'hui? C'est que, mais on y reviendra probablement dans les conclusions, c'est qu'aujourd'hui, il est presque plus important d'être compliant, c'est-à-dire de bien respecter ses obligations fiscales, de rentrer ses déclarations à temps, de faire ses versements anticipés, ses déclarations TVA à temps, de ne pas avoir la tête qui dépasse, de bien screener les opérations un peu exceptionnelles qu'on a pu voir sur ses comptes au cours de l'année, parce que l'ordinateur traquera les déviances. Il y a toute une série de critères de déclencheurs de contrôles fiscaux qui sont liés à de la capture d'informations via notamment les informations publiées par la BNB, etc. Donc, si vous avez tout à coup un produit exceptionnel ou une charge exceptionnelle majeure, un effondrement de chiffre d'affaires ou tout autre mouvement majeur d'une année à l'autre, c'est ça qui pourrait déclencher un contrôle. Donc, c'est à la fois un peu dangereux parce qu'on peut avoir moins de prévisibilité sur ces contrôles, mais à la fois, ça permet aussi de se dire, tiens, je sais déjà que si du jour au lendemain, j'ai un effondrement de mon compte 62 ou une explosion de mes charges financières, où j'ai dû prendre un produit exceptionnel, une charge exceptionnelle parce que j'ai dû faire un amortissement exceptionnel, je sais déjà que je pourrais déclencher un contrôle là et je peux déjà, si j'ai un peu cette grille de lecture, me préparer dans ce sens. Alors, ça peut créer de l'insécurité juridique, mais ça peut aussi, pour ceux qui sont bien accompagnés, qui connaissent bien leur compte, qui connaissent les règles et les critères,
d'anticiper les zones de risque. Mais le mot d'ordre aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans un domaine où il est facile de faire de la construction fiscale ou de l'ingénierie fiscale. D'ailleurs, ce n'est pas tellement notre leitmotiv. Mais disons qu'en tout cas, ce n'est pas forcément les contrôleurs les plus sophistiqués, les contribuables qui adoptent des méthodes les plus sophistiquées qui vont être les plus contrôlés. Ce sont ceux qui ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient laissé passer certains éléments de compliance, qu'ils avaient peut-être laissé passer sur l'année certaines opérations un peu spéciales traduites dans les comptes sans précaution. Bah, parfois, on n'a pas le choix, hein, mais disons que. Donc, ça change un peu le paradigme. Donc, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on peut préanalyser ses comptes et son année en se disant déjà qu'on va être un candidat potentiel au contrôle ou pas. Alors après, il y a les matières qui sont aujourd'hui screenées et sur base je dirais, et par des équipes multidisciplinaires ou tout à fait spécialisées. Les contrôles prix de transfert, ils sont aujourd'hui réservés à des spécialistes particulièrement compétents, notamment dans le domaine financier, et qui viennent typiquement réaliser des contrôles sur les problématiques de prix de transfert, c'est-à-dire d'interco et transfrontalier par définition, encore qu'il faut aussi avoir du prix de transfert belgo-belge d'un certain point de vue, mais c'est moins excitant en général pour l'administration fiscale. Cette cellule s'est vue aussi attribuer d'autres domaines de contrôle, comme par exemple ce qui touche à la déduction pour revenus d'innovation et toutes les modélisations économiques qui touchent à ça. Je ne rentre pas dans les détails techniques, ce n'est pas tellement l'objet. L'objet est plutôt de vous donner un test de l'évolution de tout ça. Ces équipes sont très spécialisées, elles ont des questionnaires extrêmement cadrés, qui sont tous les mêmes toujours, auxquels vous devez toujours répondre pour information en 30 jours. Hein. Donc, une demande de renseignement officiel de l'administration vous laisse toujours 30 jours et pas plus, sauf négociation et juste motif pour répondre. Et on se retrouve typiquement au prix de transfert si on n'est pas préparé avec un questionnaire de 4-5 pages, 28 questions, qui rebalaye complètement l'ensemble de vos flux interco, quels qu'ils soient. Donc, là aussi, une préparation est nécessaire parce qu'en face de ces contrôleurs, vous ne pouvez plus compter ni sur l'invisibilité, on y reviendra quand on parlera d'échange d'informations, ni sur de l'incompétence, on ne peut pas compter sur l'incompétence des gens, mais disons de l'impréparation. Ils sont extrêmement préparés, ils ne font que ça. Ils ont beaucoup de benchmarks internes et aussi externes parce qu'ils reçoivent énormément d'informations que vous ne leur avez même pas forcément communiquées, d'ailleurs, on y reviendra. Et ils sont très préparés quand ils arrivent, donc vous devez l'être aussi. Et ensuite, on voit des équipes plus multidisciplinaires, des contrôles qui soit sont conjoints, soit sont coordonnés. En matière de sécurité sociale, par exemple, et d'impôt des sociétés. On va voir un contrôle ISOC sur l'impôt des sociétés sur les avantages de toute nature. Hein. On va regarder les frais propres à l'employeur, par exemple, les indemnités forfaitaires que vous donnez à l'ISOC, et vous allez recevoir dans la foulée ou presque à côté, le même contrôle en matière de sécurité sociale pour voir s'il n'y a pas de la sécurité sociale à recapturer sur un éventuel avantage de toute nature qu'on a eu l'intention d'augmenter chez vous. Les administrations communiquent de plus en plus entre elles. En belgo-belge, c'est encore un peu embryonnaire, il faut le reconnaître. Il reçoit d'ailleurs plus d'informations de l'étranger aujourd'hui qu'en belgo-belge. Mais les outils sont là et donc le paradigme a complètement changé. Sur le plan même ici, là je ne parle que de la stratégie générale. Maintenant, si on rentre un petit peu plus loin au slide suivant dans les déclencheurs, il y a peut-être un petit élément à bien avoir en tête, c'est la notion de dénonciation. Ça, on ne se rend pas compte de ça, mais il y a dans les instructions administratives une obligation pour le fonctionnaire, quand il reçoit une dénonciation, j'entends par là, votre voisin vous dénonce parce qu'il a vu une grosse voiture sur votre parking et il sait que vous êtes au chômage, c'est un exemple caricatural, les fonctionnaires sont obligés, non pas de contrôler, mais d'investiguer potentiellement la dénonciation qui a été faite. Donc, c'est quelque chose qui vient comme une exception data mining. C'est-à-dire que j'avais une conversation surréaliste avec un contrôleur il y a quelques années qui me disait qu'il était au courant de pratiques à l'administration fiscale où certains contrôleurs, quand ils voulaient contrôler un contribuable, dénonçaient de façon anonyme ce contribuable pour pouvoir déclencher eux-mêmes la possibilité d'un contrôle que le data mining ne leur permettait pas. Alors, ce n'est évidemment pas une pratique que je vais décrire comme étant une pratique de l'administration fiscale. C'est quelque chose qui m'a été raconté par un contrôleur en disant ça va très très loin. Comme on ne peut plus choisir notre contrôlé, eh bien, si vous écrivez Robert, je pense qu'il fraude,
eh bien, on est obligé d'ouvrir quelque chose et donc le contrôleur peut la déclencher une possibilité d'aller contrôler. Donc, il faut faire attention à cette notion de dénonciation. On fera le lien, évidemment, avec les réseaux sociaux immédiatement. Alors, à côté de cette dénonciation qui peut venir de l'extérieur, il y a, vous l'avez sans doute noté dans l'évolution de la loi, de plus en plus de demandes d'autodénonciation du contribuable. Vous avez vu l'évolution des déclarations fiscales. De plus en plus, on vous demande de déclarer des choses spontanément. Déclarez vos comptes à l'étranger, déclarez vos immeubles à l'étranger, déclarez vos paiements aux paradis fiscaux. C'est à vous, de plus en plus, de donner à l'administration des informations pour se faire battre potentiellement. Et si vous ne le faites pas, les sanctions sont plus graves parce que vous ne l'avez pas fait et qu'on vous a découvert que si vous vous autodénoncez et qu'on vous découvre. Donc, qu'est-ce qui se cache là derrière? Il se cache là derrière l'idée que bien sûr ça coûte moins cher à l'administration que de devoir auditer, d'avoir quelqu'un qui se dénonce. Hein. Bon, ça c'est une chose. Et en outre, ça crée un phénomène tout de même un peu anxiogène où vous posez la question de savoir si vous devez ouvrir vos livres ou pas. Et quand on ne vous pose pas de questions, c'est une chose. Mais quand on vous la pose et que vous ne répondez pas, vous êtes quand même psychologiquement dans une situation un petit peu plus gênante et différente. Donc, il y a toutes ces choses aussi qui viennent renforcer encore je dirais, l'environnement un petit peu anxiogène et scrutateur de l'administration. Alors, par ailleurs, il y a les informations maintenant publiques qui peuvent vous concerner et on est beaucoup plus, je dirais, googlé qu'on ne le pense. Donc, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'administration peut collecter des informations provenant d'Internet et utiliser ou utiliser. Je fais une différence entre collecter et utiliser. La collecte automatisée de données accessibles au public via les réseaux sociaux et les plateformes même est autorisée. Il y a un cadre légal qui a par ailleurs en France été complètement institutionnalisé. Donc, il y a une loi en France qui date de 2019 qui le prévoit. En Belgique, ça n'est pas prévu comme tel, mais ça n'est pas interdit. C'est-à-dire que quand l'administration a aujourd'hui des softwares de data mining, elle ne se contente pas de regarder les comptes BNB. Il y a aujourd'hui, on le sait, la capacité d'obtenir des informations sur un contribuable, sur une société, personne physique ou une personne morale, dans l'ensemble de la, je dirais, de la netosphère, ce qui signifie que potentiellement, effectivement, un message qui a été publié sur votre société, un mauvais article de presse, ressortira à un moment donné dans les données. Alors, ça veut dire que vous ne pouvez plus, aujourd'hui, comme gestionnaire de société, par hypothèse, vous contenter de dire mes comptes sont carrés, je maîtrise ma communication vers le fisc, elle se limitera à mes comptes BNB, publiés ou pas, à ma comptabilité interne, elle se limitera à mes factures, elle se limitera à tout ça. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, l'accès à vos informations, puis je peux parler d'autres communications qui doivent se faire, mais la collecte d'informations peut être là. Autre chose est de savoir, alors la Cour constitutionnelle française, pour la petite histoire, a tout de même considéré qu'il fallait qu'il y ait une limite par rapport à la notion de vie privée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de la collecte, on devrait en principe trier ce qui relève de la vie purement privée quand il n'y a pas de lien évident, direct ou indirect, avec la collecte des revenus. Mais c'est extrêmement compliqué. Comment savoir, comment contrôler le fait qu'un tri intelligent est fait entre votre photo accoudée à votre Ferrari en vacances en juillet, qui a priori relèverait photo privée de votre sphère privée, si on considère que dans une taxation par signe et indice, où on va collecter tous les signes et indices extérieurs de richesse, le fait de voir que c'est une Ferrari qui est votre voiture et pas une Peugeot 106, ça n'existe plus les Peugeot 106, et ou pas un indice qui peut quand même permettre d'apprécier globalement votre niveau de confort matériel. Très, très délicat, très, très délicat. Dans ce domaine-là, sur le plan fiscal, en tout cas, pour vivre heureux, vivons cachés. Au niveau de la collecte d'informations, en tout cas, sachez qu'il est très, très peu contrôlable de savoir si le contrôleur, un jour, verra ces informations. La question est, est-ce qu'il peut les utiliser? Les ayant vues, peut-il les utiliser? Et j'entends par utilisation, là, véritablement, en faire en soi un outil de taxation ou une preuve en justice. Ça, c'est plus délicat selon les pays. Alors, il y a des pays qui utilisent très, très clairement et officiellement des données provenant des réseaux sociaux. Dans les pays de l'Est, typiquement, en Irlande aussi. La Belgique n'est pas dans cette dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité officielle de dire, tiens, voilà,
j'ai vu cette photo sur Facebook, je considère que c'est la preuve que monsieur détient bien une Ferrari parce qu'il est accoudé à une Ferrari. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ceci étant dit, ne négligeons quand même pas que même si on ne peut pas utiliser comme un mode de preuve en soi une information qui n'est pas directement liée à sa comptabilité ou des informations extrêmement claires, si on tombe sur un contrat d'achat d'une Ferrari à votre nom, c'est un document qu'on peut utiliser. Si c'est une photo Facebook, c'est plus compliqué. Si on a vu que vous avez construit une piscine via Google Street View, c'est une information, mais on ne sait pas comment vous l'avez financée, etc. On ne peut pas dire pour autant que c'est un indice d'aisance. Mais en revanche, n'oubliez quand même pas une chose, c'est que même si on ne peut pas les utiliser officiellement, ça peut former la conviction d'un contrôleur. Et les contrôleurs ont au moins accès, comme tout le monde par ailleurs, hein, à Facebook ou à d'autres données. Donc, je dirais que sur le plan fiscal également, pour votre vie privée, certainement, mais ce n'est pas mon sujet, sachez qu'aujourd'hui, le grand ordinateur, Big Brother, is watching you, is watching your company, et qu'il peut au moins former sa conviction là-dessus, et qu'on ne peut pas exclure, parce qu'il y a de la jurisprudence sur le sujet où les juges ont encore un peu de mal pour le moment à se positionner par rapport à ça. Il y a de la jurisprudence qui a accepté, comme étant un mode de preuve indiciaire, ce type d'informations, quand bien même elles ne sont pas par nature une preuve en soi, histoire d'orienter une conviction du juge. Donc, le mot d'ordre ici, c'est de considérer que tout peut être identifié, que tout peut un jour finir dans les mains des administrations fiscales, qu'il n'est plus vrai de dire qu'ils travaillent à l'ancienne et qu'il y a quand même très peu de risques que cette information un jour il l'ait vraiment en main. Ça n'est plus vrai. Les outils sont là. Les cellules spécialisées sont de plus en plus, je dirais, attentives à utiliser ça. Donc, la prudence s'impose complètement. Et il y a aujourd'hui une capacité que vous pouvez avoir, c'est payant naturellement, et c'est très intéressant de le faire au niveau d'une société, de faire une cartographie aujourd'hui de votre paysage web, c'est-à-dire de voir exactement si on devait tirer sur votre nom à titre de personne physique ou sur le nom de votre société toutes les informations en un temps T dont on peut disposer sur cette société, il y a des possibilités d'avoir un état des lieux de ça. Et c'est toujours extrêmement édifiant de voir les informations que certains qui n'ont pas besoin d'être des hackers, hein, qui ont juste besoin d'avoir un PC en gros, et 2-3 connaissances informatiques peuvent tirer de vous-même ou de votre société avec ce qui est disponible. Ça, c'est un exercice qui est parfois très, très intéressant à faire. Si je passe maintenant au slide suivant, j'embraye ici avec les pouvoirs maintenant d'investigation de l'administration fiscale. Alors, les principes, c'est quoi? On a des textes, notamment l'article 315 du Code des impôts sur le revenu, qui sont des textes historiques, qui nous expliquent que l'administration fiscale est en capacité de vous demander des informations, toute information qui est nécessaire à l'établissement de votre situation imposable. Mais à l'époque, c'est écrit dans le texte, c'est sans déplacement. C'est-à-dire que ce texte date d'une époque où le contrôleur, une fois encore, venait constater chez vous, sans déplacement, donc pas le déplacement du contrôleur, le déplacement de vos documents, constater chez vous que les factures étaient comme ceci, que les livres étaient comme cela. Il n'était pas censé les emporter. S'il prenait des copies, il devait avoir l'autorisation de votre part de partir avec des copies. C'est ce qui expliquait les contrôles qui duraient plusieurs jours sur place. Aujourd'hui, on voit que ce texte existe toujours. Hein, c'est toujours censé être le cadre, mais il y a une véritable évolution des choses. Tout qui a vécu un contrôle récent, en mode Covid, c'est encore plus vrai, mais avant le mode Covid, c'était déjà la tendance, se rend compte que les contrôleurs, parfois, n'envoient presque même plus de demandes de renseignement, parce que le contrôleur, pour rappel, est obligé d'envoyer une demande de renseignement, le texte le dit toujours, qui identifie les questions posées, qui vous écrit le délai que vous avez pour répondre, en principe 1 mois, et qui vous met tout un laïus technique expliquant les conditions dans lesquelles vous devez répondre. De plus en plus, on voit que les contrôleurs s'en exonèrent. On a rarement maintenant des demandes de renseignement papier. Ça, c'est pas un mal, mais même parfois, on n'a pas un email avec une demande de renseignement. Vous recevez tout à coup, comme expert comptable ou comme contribuable en général, un email de l'administration disant « Bonjour monsieur, nous anticipons peut-être un contrôle sur vos comptes. Si vous voulez nous envoyer déjà telle et telle information, ça nous permettrait de voir s'il faut qu'on aille plus loin. » On se retrouve face à beaucoup de clients qui sont face à ce type de demande et qui viennent nous voir en disant « Mais je dois répondre, je ne dois pas répondre. » Et on aimerait, nous, pouvoir répondre de façon extrêmement tranchée, mais ce n'est pas si simple parce que
fondamentalement, l'administration, bien sûr, vous pourriez prendre une position formaliste et dire, écoutez, merci monsieur pour votre email, je vous prie de m'envoyer une demande de renseignement formelle avec le délai pour répondre, etc. Vous pouvez le faire. Formellement, vous pouvez le faire. Évidemment, vous allez vous poser la question immédiatement de savoir si vous n'allez pas cristalliser le contrôle, si vous n'allez pas démarrer un peu du mauvais pied avec le contrôleur fiscal. Et il y a comme ça une espèce de pression qui existe, qui amène souvent le contribuable à dire « je vais répondre parce que si je ne réponds pas et que je prends le pied formaliste, il va me l'envoyer ma demande de renseignement, parce qu'il peut le faire. Hein. Il va me l'envoyer et fondamentalement, elle sera beaucoup plus complète et il va partir déjà avec un a priori assez négatif sur ma transparence et de plus en plus, on voit qu'on va vers ça. Alors, il y a un juste milieu. Nous ne sommes pas des avocats fiscalistes, c'est-à-dire que nous ne plaidons pas pour du contentieux. On essaye la plupart du temps, dans nos contrôles fiscaux, d'arriver à un accord. Mais on voit que de plus en plus, le bouchon est poussé un petit peu trop loin. On vit des expériences de contrôle où, à force de petites communications, des petits coups de fil de confirmation, quelques petits emails, le contrôleur se construit un dossier parce que lui agit officiellement par ailleurs. Et tout ce que vous lui dites, il peut le noter dans un procès verbal par ailleurs. Et à un moment donné, on se retrouve avec un dossier qui a déjà été construit. Et le contrôleur arrive, il a déjà d'un certain point de vue une opinion, vous n'avez pas encore pu voir où il voulait aller, et à ce moment-là, c'est souvent trop tard. Parce que retenez une chose, vous avez la possibilité de vous inscrire en contestation d'une demande de renseignement qui ne serait pas formalisée, mais si vous donnez des informations en réponse à une demande qui n'est pas formalisée, vous ne pourrez plus vous plaindre de les avoir données. Ça n'est pas une cause d'annulation de l'imposition. Si par contre, vous dites non, je veux une demande de renseignement que vous ne la recevez jamais et que le contrôleur décide de vous taxer indépendamment de votre réponse, là, vous aurez une voie procédurale pour faire annuler l'imposition. Mais vous n'avez pas deux chances de contester cette approche. Soit vous le faites et alors vous ne donnez pas l'information, mais si vous donnez l'information, vous ne pourrez plus considérer que, je dirais, il y a un vice de procédure utilisable. Donc, attention à cette dérive, qui a d'ailleurs été pas mal instrumentée en mode Covid, puisque par définition, on ne pouvait plus se déplacer. Donc, les contrôleurs vous écrivaient en vous disant, écoutez, voilà, je ne peux plus me déplacer, mais je voudrais voir vos informations. En soi, nous ne prenons pas pour une radicalisation ou je dirais, un durcissement de la relation avec l'administration dès le premier contrôle, mais dès le premier contact, mais le plus tôt possible, renseignez-vous auprès de vos conseillers, de votre expert comptable, sur ce qu'on est en train de vous demander, gagnez du temps, retranchez-vous derrière l'expert comptable ou le fiscaliste pour proposer un premier contact avec le fiscaliste, qui bien souvent mène l'administration fiscale à rehausser un peu son degré de vigilance dès qu'elle a un professionnel en face, parce qu'on constate énormément d'attitudes comme celle-là, et souvent quand on arrive trop tard, c'est-à-dire que vous avez donné l'information, elle est déjà utilisable, elle fait partie du dossier, et c'est très très difficile de rattraper les choses ensuite. En ce qui concerne les visites, de moins en moins, encore une fois, il y a des visites, mais il y a certaines administrations fiscales qui sont encore extrêmement à l'ancienne de ce point de vue-là, parce qu'elles agissent plutôt comme des autorités judiciaires. Je pense à l'ISI, l'inspection spéciale des impôts. De façon générale, quand l'ISI débarque, il débarque à plusieurs, le plus tôt possible à l'ouverture des locaux. Parfois, les professionnels ne sont pas encore là. Il y a au mieux le gardien Securitas ou la secrétaire qui est déjà là. Et ils ont des méthodes très inquisitrices. Donc, à ce moment-là, ils vous demandent immédiatement d'ouvrir les bureaux, de donner accès à l'informatique, de tirer des clés USB, etc. C'est des choses qu'on voit. Donc, là aussi, ce n'est pas forcément des dérives parce qu'ils auront le droit de faire des visites non annoncées, ça sachez-le. Les visites non annoncées sont possibles sur le plan juridique, pas seulement à l'ISI d'ailleurs. Par contre, ils doivent entrer dans des locaux quand les locaux sont en fonction, c'est-à-dire qu'on tient compte des heures normales de travail. Si vous êtes dans une usine qui tourne 24 heures sur 24, on peut venir vous voir 24 heures sur 24. Si vous êtes dans des bureaux qui sont censés être ouverts de 8h30 à 17h30, on ne doit pas venir vous voir avant 8h30 ni après 17h30. Alors, je ne peux pas faire le catalogue de l'ensemble des précautions à prendre ici. Ce sera sous réserve de vos questions ou d'autres discussions. Mais il faut connaître le cadre juridique minimal pour savoir comment répondre à ce type de contrôle. Et il faut éduquer les gens à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire pas seulement les professionnels du chiffre qui, en général, sont déjà éduqués, mais ça peut être éduqué le gardien du parking. Ça peut être éduqué la secrétaire qui doit savoir ce qu'elle peut répondre ou pas, qui elle doit appeler à ce moment-là, ce qu'elle peut ouvrir comme document ou pas, ce qu'elle peut donner et qui elle doit contacter. Nous avons chez nous, par exemple, on n'est pas les seuls, nous fournissons des services de préparation des équipes
à ce type de contrôles fiscaux pour que dans toute la chaîne, parce qu'il suffit d'un maillon faible dans la chaîne pour que l'information soit obtenue. Avant, quand on ouvrait des classeurs, on avait quand même le temps de se rendre compte que l'administration chipotait, mais maintenant qu'on a parfois des contrôles où la pression est mise pour donner immédiatement une clé USB en capturant l'ensemble du matériel informatique et de la comptabilité de la société, en 10 minutes, l'administration peut avoir fini son contrôle, disparaître et partir à la maison avec le matériel informatique. Alors, il y a toute cette question. Est-ce que emporter une clé USB, c'est emporter du matériel comme on emportait avant des fardes et des factures, par hypothèse? Eh bien, ce n'est pas si clair. On aurait tendance à dire oui, bien sûr, c'est emporter des documents qu'emporter un matériel informatique. Mais une fois encore, si spontanément, sans qu'on vous vole les documents, qu'on vous ait forcé la main, vous avez donné une clé USB, on considérera que vous avez indirectement accepté que ces informations soient communiquées. Or, une clé USB, par définition, doit s'emporter et se lire quelque part. Ce n'est pas comme si vous pouviez expliquer, écoutez, je vous ai mis les documents dans la pièce d'à côté, allez les consulter, je veux bien vous faire des copies, mais vous n'avez pas l'occasion de partir avec mes fardes originales. Donc, c'est beaucoup plus délicat à négocier et la loi ne nous protège pas complètement. Ce qui nous protège, c'est d'être préparé, d'avoir un discours à tenir à chaque fois et de savoir à chaque fois que l'administration vient vers vous, si vous décidez en connaissance de cause d'être ouvert et coopératif immédiatement, ou si vous décidez pour des raisons qui vous sont propres, de demander l'application d'une loi stricte et de la procédure stricte. Ça va peut-être un peu durcir le contrôle, mais c'est parfois mieux de durcir le contrôle tout de suite que de ne plus pouvoir le durcir au moment où l'administration vient avec quelque chose de plus dur. Donc, c'est extrêmement important. Alors, il y a quelques petites précautions qui sont mises, jusqu'à filmer quand demandez qu'on filme ce que fait l'administration quand elle débarque chez vous. Ça, c'est très clair. Donc, ça, c'est une des précautions qu'on propose aux entreprises quand elles voient des débarquements un petit peu sauvages, si j'ose dire. Toujours inventorier ce qu'on donne aux autres, parce que ça, c'est très, très important. Bien souvent, on a des contribuables qui ont donné de l'information, qui sont parfois incapables de nous expliquer ce qu'ils ont donné. Surtout quand c'est informatique et la portée de ce qu'ils ont donné. Et à ce moment-là, on se retrouve bien sûr en partie faible parce qu'on ne sait pas sur quel pied lancer. Avoir une information qui n'aurait pas dû être donnée, c'est une chose. Mais alors, on peut se préparer à ce que l'administration va en faire. Quand on ne sait pas ce qui a été donné, je me suis retrouvé dans des situations où le contribuable avait donné nos consultations fiscales à l'administration dans un paquet d'informations. Les consultations fiscales sont privées. C'est-à-dire que si nous avions pointé un risque fiscal à l'occasion d'une consultation, l'administration n'a qu'à se baisser, si j'ose dire, pour capturer notre analyse. Et ensuite, il est extrêmement difficile de rester de bonne foi et de défendre la thèse contraire. Donc, c'est catastrophique, évidemment, que ces documents puissent être communiqués. Pour la petite histoire, il s'est posé la question de savoir, dans un contrôle, si l'administration pouvait exiger des consultations de conseillers dans certains cas. Alors, j'imagine que vous aurez tendance à dire, ben non, l'administration ne peut naturellement pas exiger de lire les consultations que j'ai avec mon conseil fiscal. Ce n'est pas évident dans tous les cas. Lorsque la seule façon de comprendre une structure, par exemple, qu'un conseiller fiscal, par exemple, aurait mis en place pour vous, est d'obtenir un document que lui a émis pour pouvoir expliquer de quoi il s'agit, quand vous, contribuable, n'êtes pas capable de l'expliquer, il a été décidé en jurisprudence que c'était un document alors qui devait être communiqué. Donc, il faut faire extrêmement attention d'être capable d'expliquer à l'administration par d'autres documents que les documents des conseillers certaines structures qui ont éventuellement été mises en place. Donc, il n'est pas tout à fait facile, vous ne pouvez pas d'un revers de la main balayer la question d'un contrôleur qui vous dirait « je voudrais bien, j'ai trouvé une facturation EY, notre conseil fiscal relatif au risque, etc. » Bon, si on écrivait nos factures comme ça, on ne serait pas très malin, mais disons que, voilà, imaginons, ça arrive, et que le contrôleur dise, voilà, pour la déductibilité de cette facture, je voudrais voir la consultation. Non. Est-ce que vous pouvez m'expliquer alors ce qui s'est passé? Non, je ne peux pas. Alors, je veux voir la consultation. Donc, attention à cette dynamique-là. L'administration, aujourd'hui, a ses réflexes. Elle les a. Donc, il suffit que vous lui donniez qu'il y ait un fil aujourd'hui dans les informations données, dans les factures. Les factures sont toujours un grand révélateur. Il n'y a sans doute rien à cacher. Ce n'est pas la question d'avoir quelque chose à cacher. C'est la question de savoir si l'administration est en droit de lire une correspondance entre vous et votre avocat ou votre conseiller fiscal. À nouveau, si vous lui donnez, c'est terminé. Vous avez rompu le droit au secret professionnel. Alors, si je passe maintenant au slide suivant, qui est le dernier, je dirais ici, sur les contrôles fiscaux.
Je vais aller un peu vite, mais tout de même souligner une chose importante. Un article 315 bis a été inclus dans le Code de l'impôt sur le revenu, justement, pour appréhender toute la collecte d'informations relative maintenant aux informations électroniques, parce qu'on s'est rendu compte que le 315 n'était pas suffisant. Alors, ça veut dire que l'administration peut collecter aujourd'hui les informations digitales. La question, c'est est-ce qu'elle peut tout collecter comme un package ou est-ce qu'elle doit, ou est-ce que vous pouvez exiger de trier les informations qui concernent véritablement l'établissement de votre impôt et celles qui ne les concernent pas? Alors, ce n'est pas si simple. La seule barrière pour l'administration fiscale, c'est d'une part, les informations doivent être nécessaires à l'établissement de l'impôt, nécessaires. Donc, si vous pouvez soutenir que les informations ne sont pas nécessaires à l'établissement de l'impôt, qu'il y a d'autres moyens de l'établir, vous pouvez le faire valoir. Et alors, vous avez l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège votre vie privée. Mais là, évidemment, ça touche à la question de l'administration qui voudrait, par exemple, prendre une copie de votre mailbox. Dans votre mailbox même professionnelle, il peut y avoir toute une série d'emails privés, ce qui vous permettra, au regard de l'article 8 CEDH et normalement aussi au regard du caractère non nécessaire de ces informations pour imposer, de vous opposer à ça. Mais il faut savoir qu'on peut le faire. Et il faut le faire immédiatement. Et il ne faut pas le faire en disant à l'administration que vous refusez l'accès à votre mailbox professionnelle. Il faut le faire en disant « je suis d'accord pour cet accès, mais vous n'aurez pas une clé USB pour recapturer mes emails. Vous aurez de ma part un tri des informations par email qui sont nécessaires à l'établissement de mon impôt. » Parce que sinon, le risque, évidemment, en donnant tout, c'est bien sûr que l'administration ne puisse pas utiliser les informations privées, mais qu'elle s'en sert pour former sa conviction, encore une fois. Donc ici, on a essayé de résumer un petit peu quand on était ou pas dans l'intrusion de la vie privée. Copier les emails, oui, même pour les personnes morales. Hein. Attention, même une mailbox professionnelle d'une personne morale, la notion de vie privée pour une personne morale, en théorie, il n'y en a pas. Mais il y a toute une série d'éléments, d'informations que vous pouvez ou qui peuvent toucher des personnes physiques et leur vie privée dans des échanges qui sont professionnels. Donc, il y a un tri à faire. Et le mieux, c'est de ne pas faire ce tri au moment où l'administration débarque pour vous poser la question. Le mieux, c'est de faire aussi des audits informatiques permettant de créer des mailbox distinctes. Et c'est très compliqué à faire, et d'éduquer de temps en temps la population à risque, à localiser dans des mailbox bien distinctes ce qui touche véritablement au privé ou à des sujets un petit peu plus délicats. Alors, copier les serveurs entiers, oui, certainement intrusion si ça touche à des personnes physiques, certainement si ça contient des secrets professionnels, des emails qui peuvent toucher au privé. Alors, vous avez peut-être lu dans la presse, bon, un peu spécialisé, c'est vrai, c'était encore dans le Trends il y a peu de temps, qu'il y a un projet de modification de l'article 315 bis qui serait une petite catastrophe. C'est tout récent, c'est en mars, il y a un avant-projet de loi en mars qui, à mon avis, continue à faire son chemin, je n'ai pas vu qu'il était abandonné. L'idée serait que désormais, les contribuables doivent mettre à disposition de l'administration fiscale potentiellement sur une plateforme sécurisée les informations, plutôt que de les communiquer dans le cadre d'une visite ou d'une demande de renseignement classique. Donc, on vise à institutionnaliser d'un certain point de vue la capacité de l'administration de vous demander de l'information et de loguer de l'information quelque part, et il y aura de moins en moins du coup d'échanges avec le contribuable. Donc, vous ne pouvez plus ou beaucoup moins mettre en perspective l'information que vous donnez, parce qu'on sait que l'information livrée brute à l'administration est sujette à son interprétation. Moi, personnellement, quand je suis en gestion d'un contrôle fiscal, je préfère de loin discuter de l'information avec le contrôleur quand il est là et déjà lui expliquer ce que je lui donne et comment il doit le lire, que de le laisser partir avec mes documents et faire son éducation seul dans son coin, voire même, je dirais, tourner en boucle sur certains éléments et monter quelque part une perception qui n'est peut-être pas la bonne. Cet article 315 bis ajusté pourrait aller vers ça. Ce serait du contrôle à distance. Ce serait une très, très mauvaise nouvelle, mais il faut savoir que ça s'inscrit dans la dynamique actuelle. L'administration ne le faisait pas parce qu'elle n'avait pas les outils. Le prétexte de cette loi, c'est Covid, hein, c'est d'expliquer qu'on ne peut plus se voir physiquement, donc on va maintenant institutionnaliser la mise sur des plateformes des documents, mais ce serait relativement catastrophique. Mais je crois que c'est la tendance, et même si on va peut-être encore gagner un petit peu de temps là autour, vous devez être prêt à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les contrôles ne créeront plus de contact. Vous mettrez les informations qu'ils n'ont pas déjà, hein, parce qu'on verra plus tard qu'ils en ont beaucoup. Vous mettrez les informations qu'ils n'ont pas déjà, ils les géreront et ils viendront directement vous voir, soit avec des questions, soit demain avec un avis de rectification. Voilà, je m'arrête ici pour ma partie. Si je ne me trompe, Nicolas prend le relais immédiatement sur la procédure de ruling. Oui, merci. Écoutez, ce n'est pas un scoop ce que je vais vous dire, mais il est clair que de répondre à une demande de renseignement ou de recevoir la visite des contrôleurs fiscaux, ça ne fait jamais plaisir. Et vous l'aurez compris dans ce que Charles vient d'expliquer, aujourd'hui,
d'un certain point de vue, les demandes de renseignements ou la manière dont un contrôle fiscal va être entrepris échappe un petit peu aux mains du contrôle, mais échappe quand rapport même de renseignement nous a été envoyé sur une question bien particulière parce qu'on ne l'avait pas du tout anticipé en raison du data mining, en raison des sources d'informations que l'administration fiscale a à sa disposition aujourd'hui. Et donc, lorsque, par contre, vous réalisez des opérations dont vous savez, vous, pertinemment bien, que les conséquences fiscales et juridiques de cette opération ne sont pas claires et pourraient être sujets à interprétation, il est, selon nous, de plus en plus recommandé, eu égard à ce contexte et eu égard à la complexité et la complexification, je dirais, de la fiscalité aujourd'hui, d'aller vers cette procédure de ruling, de décision anticipée. Donc, pour rappel, la procédure de ruling est une procédure qui est cadrée juridiquement en Belgique. Ce n'est pas une procédure de ruling comme on a pu en avoir tout un temps au Luxembourg, où c'était des accords très informels entre un contrôleur et un contribuable. Ici, il y a vraiment une procédure qui est gravée dans le marbre. Il y a une vraie sécurité juridique qui est octroyée aux décisions de la commission de ruling, et ces décisions ont pour but de valider les conséquences fiscales d'une opération avant que celle-ci ait eu ses effets fiscaux. Ça, c'est très important aussi de bien le comprendre. C'est avant qu'une opération ait eu ses effets fiscaux, pas forcément avant qu'une opération ait eu lieu. Je prends l'exemple d'une opération de liquidation qui pourrait avoir des conséquences fiscales potentiellement dommageables, dont on veut valider les conséquences avec la commission de ruling. Eh bien, vous pouvez, dans certains points de vue, avoir déjà réalisé votre opération de liquidation, mais entre le moment où celle-ci a été opérée et le moment où vous allez rentrer votre déclaration fiscale liée à cette opération, ou en tout cas liée à la société liquidée, demandez un ruling. Tant que vous obtenez ce ruling avant la déclaration fiscale qui va, par définition, concrétiser les effets fiscaux de l'opération, vous pourrez toujours obtenir le ruling. Donc ça, c'est vraiment l'effet fiscal égal, dans 90% du temps, la déclaration fiscale qui traduit l'effet fiscal d'une opération. Alors, la commission de ruling, pour rappel, elle est composée d'un collège de membres qui sont nommés pour 5 ans avec une nomination renouvelable et toute une équipe, évidemment, de fonctionnaires qui sont tant coordinateurs que titulaires de dossiers et qui travaillent avec le contribuable, en collaboration avec le contribuable à la constitution de cette décision. Quelles sont les conditions pour obtenir un ruling? Il n'y en a pas beaucoup. La condition principale, c'est d'abord de demander une décision anticipée sur un sujet pour lequel le service des décisions anticipées est compétent. Donc, c'est l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes physiques, l'impôt des personnes morales, l'impôt des non-résidents. Ça peut aller jusqu'à l'impôt sur la taxe de mise en circulation ou les eurovignettes. Ce sont tous les impôts fédéraux et les impôts qui sont collectés par l'État fédéral, même s'ils ont une connotation régionale. Donc, il y a toute une série les droits d'enregistrement rentrent aussi en ligne de compte. Et puis, la deuxième condition, mais comme je le disais juste avant, il faut que ce soit de manière anticipée. Donc, vous ne pouvez pas venir demander une décision anticipée sur une opération qui aurait déjà eu ses effets fiscaux. Je vais prendre un exemple très clair en matière de TVA. Si vous souhaitez obtenir une décision anticipée sur un traitement TVA, mais que vous avez déjà commencé à facturer avec un traitement TVA spécifique, bien malheureusement, vous serez confronté à l'antériorité de l'opération et donc à la capacité de demander une décision anticipée sur le sujet. Donc là, il faut toujours être très attentif à ça. Si vous souhaitez demander une décision anticipée, bien s'assurer que l'effet fiscal de l'opération n'a pas déjà eu lieu. Alors, en termes de timing, le timing d'une décision anticipée, d'un procès de décision anticipée, ce n'est pas toujours évident de donner une réponse précise à ça. C'est en tout cas jamais plus court que 3 mois, ça c'est très évident. Et ça peut aller jusqu'à 6, 7 ou 8 mois en fonction de la matière, en fonction de l'agenda des services de décision anticipée. Si on est sur des sujets tels que, par exemple, la déduction pour revenu d'innovation, on est souvent sur des procédures qui peuvent durer facilement jusqu'à 8 mois. Sur des opérations, sur des demandes qui touchent, par exemple, aux frais propres à l'employeur, on est dans des décisions plus rodées, avec des canevas déjà prédéfinis. Et là, ça va beaucoup plus vite, on sera beaucoup plus proche des 3 mois. Et donc, il faut toujours, et dans l'hypothèse ou dans cette obligation de s'assurer d'obtenir la décision avant l'effet fiscal de l'opération,
cet impact timing est évidemment très important à prendre en compte. Donc, comptez entre 3 et 8 mois en fonction de la difficulté, je dirais, de la matière. Quelles sont les différentes étapes de la procédure de ruling? C'est très important pour le moment de le rappeler, que vous avez, avant je veux dire, de déposer une demande formelle de décision anticipée, toute la procédure dite de pré-filing est une période de discussion avec le service d'édition anticipée qui est informelle. J'entends par là que tout ce qui est communiqué lors de cette étape de pré-filing, qui va durer en fait 80 à 90% de la durée que je viens de mentionner tout à l'heure, entre les 3 et 8 mois. Hein. On va se concentrer pendant 80% du temps sur cette procédure de pré-filing. Et pendant cette procédure de pré-filing, cette période de pré-filing, tous les sujets sont mis sur la table de manière transparente entre les contribuables et les services d'édition anticipée, et absolument rien n'est communiqué à l'administration centrale. Votre contrôleur titulaire de votre dossier n'est au courant de rien à ce moment-là de la procédure. Donc, ça veut dire aussi que le contribuable a la faculté, lors de cette période de pré-filing, si les débats, les discussions ne vont pas dans le sens qu'il souhaiterait, peut encore retirer ses billes et décider de ne pas aller plus loin et de ne pas déposer une demande formelle de pré-filing, de ruling, pardon. Et dans ce cas-là, voilà, vous êtes, conscient de la problématique, vous êtes conscient probablement que la vision du SDA n'est pas la même que la vôtre, et vous avez la faculté soit d'implémenter tout de même l'opération avec les conséquences fiscales que vous souhaitez lui donner, en connaissant le risque que vous prenez, soit de ne pas réaliser l'opération, ou en tout cas de la traiter sur le plan fiscal de la manière dont le SDA le souhaiterait, même si ce n'est pas vraiment votre point de vue. Donc là, tout est encore possible, et au terme de cette période de pré-filing, le SDA, tout simplement, vous explique que, en fonction de toutes les conditions qui sont réunies, vous pouvez introduire une demande de décision anticipée formelle, et cette demande de décision anticipée formelle est actée lors d'un prochain collège. Et lorsque vous obtenez cette décision anticipée, celle-ci est contraignante pour toutes les parties prenantes, le SDA bien sûr, le contribuable, mais aussi l'ensemble du SPF Finance. Ça veut dire qu'aucun contrôleur fiscal n'est susceptible de venir remettre en cause la décision anticipée. Alors, un bémol tout de même, cette décision anticipée, il faut la voir comme un contrat entre le contribuable, entre la société ou le contribuable personne physique et le service des décisions anticipées. Donc, dans un contrat, il y a évidemment toute une série d'obligations, de droits et obligations des parties. Et donc, le contrôleur fiscal a tout de même la faculté de venir vérifier si tous les termes du contrat ont bien été respectés par le contribuable. Ça, c'est une chose importante. Vous ne serez pas exempté d'un contrôle fiscal sur je veux dire, le traitement fiscal que vous avez appliqué sur une opération particulière, même si vous avez un ruling. Vous serez au moins amené à démontrer que toutes les conditions qui étaient dans le ruling ont bien été respectées, que toutes les informations que vous avez communiquées au service d'édition anticipée pour que celui-ci se forge son opinion et accepte d'octroyer une décision, soient des formations réelles et sincères et qu'elles puissent se rencontrer dans la réalité. Donc, les termes du contrat doivent être respectés, évidemment, et le contrôleur a le droit de vérifier. Mais par contre, le contrôleur n'a absolument pas le droit de remettre en cause les termes du contrat, de remettre en cause les principes d'application, par exemple, d'une déduction pour revenu d'innovation, ou de remettre en cause les principes qui ont amené à considérer que autant de pourcents de la rémunération d'une personne ne pouvait être convertie en droit d'auteur. Si le service d'édition anticipée a forgé son opinion sur base d'éléments tangibles et réels, sa décision en toi et les principes sous-jacents ne peuvent pas être mis en cause. Par contre, le contrôleur peut vérifier que vous l'appliquez correctement. Alors, en termes de statistiques, vous aurez remarqué qu'il y a évidemment une croissance presque exponentielle des demandes de décision anticipée. On a fait ici des statistiques en 2015 et 2019. On aurait pu les faire depuis le début de la procédure, c'est-à-dire depuis 2002. Mais bon, déjà, rien que sur les 5 dernières années, c'est assez flagrant de voir à quel point cette procédure a beaucoup de succès. Plusieurs raisons à ça. La fiscalité devient de plus en plus compliquée et devient de plus en plus difficile d'anticiper les conséquences fiscales d'opérations complexes, des opérations de réorganisation, des opérations de déduction pour revenu d'innovation, etc. Donc, c'est important d'avoir aujourd'hui cette sécurité juridique et de pouvoir l'avoir avant les effets fiscaux d'une opération. Et puis aussi parce que on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué aussi, et de plus en plus désagréable de recevoir la visite des contrôleurs fiscaux et qu'il est beaucoup plus
confortable de pouvoir, lorsqu'un contrôleur fiscal vous pose des questions, lui soumettre la décision anticipée comme un espèce de blanc-seing pour peu que vous soyez sûr, évidemment, d'avoir respecté toutes les conditions. Alors, si je passe au slide suivant, si ça veut bien passer, évidemment. Un souci, désolé. L'esprit aussi d'un ruling est quelque chose de très important, et il faut là aussi que tout contribuable soit bien conscient qu'on a affaire à des fonctionnaires de l'administration fiscale qui ont, je dirais, économiques, des la vision fiscale, la vision législative et juridique de certains textes de loi et de leur application dans les faits, la commission de ruling peut entendre souvent des arguments d'ordre économique et des arguments qui seraient très spécifiques à un contrôleur, à un contribuable donné. Et peuvent accepter parfois qu'on puisse prendre certaines largesses dans la méthodologie ou dans l'application de certaines règles fiscales, pour peu que, in fine, évidemment, on ait toujours une application correcte et justifiable et objective des lois fiscales. Vous n'aurez jamais un ruling qui vous autorisera à éluder l'impôt, bien évidemment. Ça, c'est parfois des choses qu'on peut entendre de l'autre côté de la barrière. Ce n'est pas vrai. Les fonctionnaires du SDA restent toujours très attentifs à ce que leur décision, sachant qu'elle fait jurisprudence de plus en plus aussi, puisse traduire une application correcte de la loi, mais avec une vision plus flexible des choses parfois, et avec des visions plus économiques que juridiques ou purement fiscales. Alors, à contrario, il y a certaines thématiques où on voit très bien qu'il y a parfois des resserrements de vis. J'aime bien souvent de parler des rulings en matière de déduction et d'innovation parce que j'en suis un spécialiste et qu'on a énormément l'occasion de discuter avec la commission de ruling sur ce sujet-là. Et on a clairement vu depuis les 5 dernières années, depuis le moment où on a un peu créé l'histoire avec eux, parce que force est de constater que personne ne savait trop par quel bout prendre le problème. Mais depuis ces 18 derniers mois, ou 24 derniers mois, on constate très clairement une certaine réticence à appliquer certains modèles de détermination de revenus, à une vue plus stricte et plus carrée de certaines notions, à la nécessité absolue de pouvoir corroborer les informations que l'on donne avec des réconciliations plus strictes au niveau financier. Tout ça tout simplement, pas pour vous ennuyer et pas pour ennuyer le contribuable, mais ça va dans le bon sens en fait, c'est pour s'assurer de la solidité de la décision que le SDA vous octroie dans toutes les matières, et s'assurer tout simplement qu'un contrôleur fiscal ne puisse pas remettre en cause trop facilement la décision qu'ils ont prise. Et donc, on voit qu'on est vraiment dans un esprit de coopération, de collaboration, où tout le monde a gagné de la solidité juridique et de la solidité du contenu d'une décision sur tous les plans. Le SDA a gagné pour ne pas être discrédité, ne pas donner l'impression de donner des blancs-seings à tout et n'importe quoi. Le contribuable a gagné parce qu'il sait que la sécurité juridique associée à sa décision est renforcée et un contrôleur pourra difficilement la remettre en cause. Alors, savoir aussi que, j'y reviendrai très rapidement par après, on parle de réforme de la commission de ruling aujourd'hui, on a l'impression quand on lit cette réforme qu'il n'y a aucune coopération qui existe, aucun échange qui existe entre le SDA et entre l'administration centrale, ce qui est faux en fait. 80% de ce qui se trouve aujourd'hui dans les textes, dans les projets de loi pour la réforme de la commission de ruling est déjà existant dans les faits. Le SDA communique avec l'administration centrale sur certains sujets sensibles avant de prendre une décision sur un élément sur lequel ils n'auraient jamais encore pris de décision, sur lequel ils n'ont pas énormément de recul. Il y a cet échange qui existe. Quand un contrôleur fiscal veut ou aurait tendance à vouloir rectifier la situation fiscale de la société sur une opération qui a été couverte par un ruling, le contrôleur est obligé de discuter avec le SDA, est obligé de prendre contact avec le SDA, ils sont obligés de se parler pour être sûr que le contrôleur fiscal ait bien compris le sens de la décision, ce que le SDA a voulu traduire dans sa décision. Donc, cette coopération et ce dialogue, il existe aujourd'hui déjà. Alors, pour en revenir à cette réforme de la commission de ruling, ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est de réintégrer le service des décisions dans l'administration fiscale. Donc aujourd'hui, ce
qui est une des spécificités de la commission de ruling, c'est que c'est vraiment un service très autonome, vraiment complètement indépendant du SPF Finance. Aujourd'hui, la vérité, ce serait de le réintégrer dans le SPF Finance pour essayer de calmer un petit peu les tensions qu'il peut y avoir, notamment entre le SDA et l'ISI, pour ne pas les citer. Alors, bonne chose ou mauvaise chose, honnêtement, c'est difficile à le dire d'ici. Moi, j'aurais tendance personnellement et intuitivement à dire que non, que cette réintégration va inévitablement, dans les faits, même si on essaie d'expliquer que ce ne sera pas le cas, mais je pense que inexorablement, ça va réduire l'autonomie du SDA, que ça va réduire son efficacité. Et le premier inconvénient, en tout cas le premier danger que l'on voit, et qui est partagé d'ailleurs avec les membres de la commission de ruling avec lesquels j'ai encore eu l'occasion d'échanger là-dessus hier, c'est qu'ils ont surtout peur du manque d'efficacité et de la lourdeur administrative que ça va nécessiter, parce que ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, c'est la nécessité pour les SDA d'aller systématiquement demander l'avis d'un comité central ou du conseil central de l'administration centrale sur l'application de la loi avant de donner une décision. Bon, quand on voit que sur certains sujets, ça prend déjà 8 mois pour avoir une commission de ruling, je n'ose même pas imaginer si on devait à chaque fois y avoir une concertation préalable avec l'administration fiscale. Et il y a pour nous aussi un risque énorme de perte justement de cette vision économique et plus flexible des choses si l'administration centrale, et l'ISI notamment, a son mot à dire dès le départ dans sa problématique. Et donc, on a tout simplement peur aussi qu'avec le temps, cette réforme amène à moins de succès de la part du SDA, alors que c'est un mécanisme qui est vraiment, je veux dire, un très, très bel outil qui apporte une sécurité juridique totale aux actes et qui est envié, de vous à moi, qui est envié au travers, je dirais, en tout cas, les pays de l'OCDE. Beaucoup de pays nous envient ce système. C'est dommage de vouloir changer quelque chose qui fonctionne si bien, alors que pour nous, le problème ne se situe pas tellement dans le manque de dialogue avec les autres administrations. Il se situe plutôt, s'il y avait un bémol au système de décision anticipée, c'est dans le peu de transparence qu'il peut y avoir parfois dans qu'est-ce que le contribuable en fait par après. Je pense qu'il y avait possibilité, et il y a possibilité probablement de mettre en place d'autres mécanismes pour garantir une certaine transparence plus accrue à ce niveau-là, plutôt que de prévoir la réintégration de la commission de ruling dans l'administration. Ça n'appartient qu'à moi ou n'appartient qu'à nous, mais ça méritait d'être échangé. En tout cas, le mot d'ordre, si je devais finir là-dessus avant de céder la parole à Charles, le mot d'ordre en matière de commission de ruling et de procédure de ruling, c'est que la sécurité juridique octroyée par cette procédure et par les décisions de la commission de ruling reste aujourd'hui une réalité. Donc, qu'on parle de réforme ou pas, qu'on ait pu parler d'excess profit ruling et de remise en cause de toute une série de choses, tout ça est très marginal. Aujourd'hui, la sécurité juridique, nous, en tout cas, je veux dire, praticiens et hommes de terrain, nous voyons une décision anticipée donne une sécurité juridique, est une force absolue pour défendre les conséquences fiscales d'une opération d'envergure, je dirais, face à un contrôleur lambda. Voilà, Charles, je pense que je peux te céder la parole. Merci. Peut-être juste avant d'entamer la partie suivante, il y avait quelques questions qui étaient liées notamment à la communication des consultations fiscales. On nous demande la différence qui peut exister selon que l'avis émane d'un conseil fiscal d'un juriste d'entreprise, protégé par le secret professionnel, ou même encore un juriste interne. Alors, attention que la notion de secret professionnel est typiquement opposable par celui qui est soumis au secret professionnel vis-à-vis de quelqu'un qui lui demanderait une information qu'il ne peut pas diffuser en raison de ce secret professionnel. Le cas qu'on vise ici, c'est-à-dire que si votre avocat est perquisitionné et qu'à un moment donné, l'administration fiscale tombe sur des informations, il peut dire « c'est secret professionnel, vous n'avez pas accès à ces informations sur mon client ». Et nous aussi, comme conseils fiscaux, nous sommes soumis au secret professionnel. Autre chose est de dire j'émets un produit, moi comme conseil fiscal ou comme avocat, même combat, j'émets un produit vers mon client, le client a un document qui est une analyse, et l'administration fiscale a trace du fait, via une facture qu'elle regarde, qu'il y a un document de ce type qui existe. À ce moment-là, ce n'est pas le secret professionnel lui-même qui est opposable
immédiatement parce que c'est devenu quelque part votre produit. Vous n'êtes pas vous-même soumis au secret professionnel vis-à-vis de l'administration fiscale, mais l'administration fiscale doit justifier pourquoi. Elle vous demande un document et elle doit le justifier par rapport au fait que ce document est nécessaire à l'établissement de la base imposable. Alors, quel est l'angle souvent qu'ils prennent? Ça, c'est intéressant. C'est que comme c'est souvent via les factures qu'ils identifient l'existence de ce type d'avis, ils vous contestent la déductibilité des factures en expliquant que tant que vous ne m'expliquez pas de quoi il s'agit, l'article 49 du Code des impôts sur le revenu m'autorise à vous dire que je ne sais pas pourquoi vous avez payé ces sommes, c'est peut-être fictif, et donc je ne peux pas vous autoriser à la déduction. Ça, c'est une chose. Alors là, soit de vous asseyez sur votre déduction, soit de vous donner d'autres éléments de preuve que l'avis que vous ne voulez pas montrer. Mais maintenant, on voit aussi des dérives, disons en tout cas des demandes consistant à dire non, non, je veux voir l'avis, pas pour des raisons de déductibilité, je veux voir l'avis parce que cet avis visiblement traite d'une matière qui me permettra de mieux comprendre votre contexte et la procédure ou la structure dans laquelle vous avez évolué. Par exemple, c'est votre conseil fiscal qui vous a monté un établissement stable en Turquie. Vous n'êtes pas capable de m'expliquer comment fonctionne cet établissement stable, quels sont les relais entre la maison mère et l'établissement stable. Cet avis, visiblement, est le seul document qui me permette de le comprendre. Merci de me le donner parce qu'il est nécessaire à la compréhension des choses, qui est encore différent. Et donc là, il faut faire en sorte de pouvoir expliquer ou démontrer à l'administration qu'elle aura cette information sans avoir besoin de cet avis. Sinon, il y a une certaine jurisprudence qui considère qu'on doit donner l'avis. Sachez aussi que si vous ne donnez pas ça dans la phase administrative et que l'administration se braquait et que vous vous protégez par l'article 315, un juge a une latitude beaucoup plus grande pour vous demander des informations. Donc, il faut aussi être bien certain. Le mieux, c'est probablement que ces avis, s'ils existent, ne soient pas comme tels identifiables, parce qu'ils ne font pas partie de votre comptabilité. On ne les trace qu'au travers de factures. Donc, soyez quand même extrêmement prudent avec les factures que vous recevez de vos avocats ou de vos conseils fiscaux, typiquement, que ces factures ne soient pas trop explicites, ou que si vous avez besoin d'un détail de facture, le détail de facture n'est pas obligatoire à la facture. C'est-à-dire que avoir une facture pour la compta et un détail de facture pour vous-même, faites attention à ça parce que c'est souvent le déclencheur. Alors enfin, pour le juriste interne, ça c'est tout différent. Le juriste interne n'est pas soumis au secret professionnel, sauf s'il participe d'une société qui est soumise au secret professionnel. Et donc, c'est un de vos employés. Et donc, si le juriste interne en tant qu'employé a émis un avis, là, c'est la production d'un élément de travail comme un autre. Et donc, on va retomber sur la règle de base. Si cet avis est identifié comme étant problématique, il est accessible à l'administration, sauf si vous pouvez expliquer que cet avis n'a absolument rien à voir avec l'établissement de votre imposition, que vous avez bien d'autres moyens de, je dirais, de permettre à l'administration de vous imposer ou de comprendre une structure. Alors, j'espère que ça répond à la question. Il y a encore un petit question time. Bon, malheureusement, on est en train de mordre un petit peu dessus, mais il y avait encore une autre question, peut-être pour Nicolas. On va peut-être y répondre maintenant aussi, comme c'est chaud, si j'ose dire, sur les rulings. Je ne sais pas si tu l'as lu, Nico, mais la question était, est-ce qu'avec le SDA aujourd'hui, on peut encore s'appuyer sur des accords qui ne sont pas des accords conclus avec un contrôleur fiscal, qui n'est pas le SDA? Est-ce que ça a encore une valeur quelconque sur le plan juridique? Je ne sais pas si tu veux répondre, tu veux que j'embraye. On peut répondre à deux. Hein. Moi, je dirais que alors, tant que cet accord reste valide dans le temps, je dirais pourquoi pas toujours pouvoir l'appliquer. Maintenant, il est clair que ça ne vous donne pas, et ça n'a jamais d'ailleurs, donné une sécurité juridique totale comme une décision anticipée. Un accord avec l'administration fiscale à l'ancienne, et peut-être que la question est posée d'ailleurs aussi sur un accord en matière de frais propres à l'employeur, parce que traditionnellement, c'est vrai qu'il y a quelques années encore, on recommandait d'aller vers votre contrôleur fiscal et vers l'administration qui est susceptible de vous contrôler avec une demande d'accord pour les frais propres à l'employeur. C'était la pratique courante. Ça ne vous donnait jamais, déjà à l'époque, de garantie et de sécurité juridique totale. Et aujourd'hui, d'ailleurs, maintenant, c'est une matière qui a été, entre guillemets, confisquée par le SDA, ce qui est une bonne chose, selon nous, parce que là, la décision anticipée vous donne une sécurité juridique. Alors, très pragmatiquement aussi, la question, de toute façon, va être, est-ce que vous pourriez convertir cet accord vers un ruling? Je dirais, il est fort probable que les
conséquences fiscales et les effets fiscaux de l'opération ont déjà été réalisés depuis longtemps. Et donc, de toute façon, il est fort probable que vous ne pourriez jamais demander un accord, enfin une demande de décision anticipée vu l'antériorité de l'opération ou des effets fiscaux. Et donc, continuer avec un accord informel, je dirais, ça vous donne toujours un confort et une confiance légitime plus importante qu'aucun accord du tout. Mais formellement, il n'y aura aucune sécurité juridique totale à ça. Il n'y a rien à ajouter, effectivement. Oui, non, c'est le cas. Alors, à nouveau, une question en rebond sur la question. Donc, puisqu'on est sur le sujet, restons-y. On nous demande, quid si le fisc souhaite prélever l'intégralité de la boîte email de conseillers fiscaux internes ou des échanges email avec des consultants fiscaux externes? Là, si je reviens à ce que je disais à propos des boîtes email, les boîtes email peuvent par définition contenir éventuellement des éléments qui sont privés ou soumis à une notion de secret professionnel. À partir de là, la stratégie est probablement de dire à l'administration que vous refusez le principe de prélever l'intégralité d'une boîte email, mais que vous restez coopératif et que vous allez, selon vous, screener la boîte email et communiquer tout document qui est, selon vous, de nature à permettre à l'administration fiscale d'établir l'impôt, ce qui vous permettra d'opérer un tri, selon vous à nouveau, entre des informations qui peuvent légitimement aider l'administration à établir l'impôt et des informations qui, selon vous, au regard de l'article 315, ne sont pas nécessaires à l'établissement de l'impôt. Alors après, c'est votre responsabilité, évidemment. Si à un moment donné, vous faites de la rétention d'informations qui étaient absolument nécessaires à l'établissement de l'impôt et que l'administration fiscale se braque et qu'à un moment donné, quelqu'un, un juge par hypothèse, si on allait jusque-là, exigeait que ces emails soient fournis et qu'il s'avère qu'ils étaient absolument nécessaires et que vous les avez retenus, vous exposez évidemment à des sanctions liées à la mauvaise foi, à la non-coopération, qui peuvent être des accroissements allant jusqu'à, dans l'absolu, 200% en cas de fraude, la plupart du temps 50% en cas de non-coopération. Donc attention, mais en tout cas, gardez au moins la main, c'est-à-dire non, pas de communication globale des boîtes email, mais je vais vous en donner des emails, pas de problème, mais laissez-moi au moins ou laissez mes conseillers juger de ce qui est nécessaire à l'imposition. Et ça, je vais vous les donner. Mais vous ne partirez pas avec la boîte email parce qu'il y a là-dedans, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 315, des éléments non nécessaires à l'imposition et qui, en outre, peuvent éventuellement aller à l'encontre du respect de la vie privée. Alors ici, assez rapidement, on avait un dernier point sur deux derniers points sur la transition vers une collaboration entre les contribuables et l'administration et entre elles également et entre pays. Alors moi, je vais aller assez vite pour que Nicolas ait l'occasion de dire un mot sur la coopération. Il y a un cadre légal, c'est l'article 338 du CIR qui a ouvert la voie extrêmement largement à la coopération internationale notamment. Et cet instrument, c'est l'instrument belge, mais à côté de ça, on a l'OCDE, on a les directives européennes, les fameuses DAC, directives administratives, DAC 1, DAC 2, DAC 3, DAC 4, DAC 5, DAC 6 maintenant. On a aujourd'hui, ces dernières années, depuis 2015 d'ailleurs, une multitude de coopérations établies, automatiques ou pas, entre les administrations fiscales et les États pour communiquer des données sur les contribuables. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti, qui a fait un état des lieux au 31/12/18, qui explique qu'il y a plus de 4 millions d'informations qui ont circulé, Cour des comptes belge, dans l'intérêt et vers l'administration fiscale belge sur les problématiques de pension, de salaire, d'immobilier, d'assurance vie, de comptes financiers à l'étranger, que ce soit les soldes ou les intérêts perçus. Et plus de 300 millions d'euros, c'est la Cour des comptes qui le dit, 300 millions d'euros d'impôts ont été collectés grâce à ces échanges d'informations internationales. Alors 300 millions, à la fois ça paraît beaucoup, on ne sait pas dans quelle mesure c'est beaucoup, mais même si ça n'était qu'un début, ça fonctionne. Donc les autorités fiscales l'utilisent, elles ont un arsenal extrêmement important aujourd'hui. Il y a encore tout dernièrement la fameuse directive MDR, Mandatory Disclosure Regime, qui oblige les conseillers fiscaux et les contribuables à autodénoncer les structures qui peuvent avoir, je vais faire très court, pour impact d'avoir une optimisation fiscale ou une réduction d'impôts, notamment sur un plan transfrontalier, typiquement transfrontalier. Donc, l'environnement s'est extrêmement resserré et il y a énormément d'informations qui circulent aujourd'hui sans même que vous soyez informé. Encore récemment, les rulings, vous savez que depuis le LuxLeaks,
les rulings fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne sont communiqués automatiquement d'une administration à l'autre. Donc, vous avez un ruling au Luxembourg, l'administration fiscale belge est censée le connaître. Donc, attention, beaucoup plus d'infos disponibles et des infos que vous ne pouvez pas, je dirais, appréhender. Vous êtes censé, d'un certain point de vue, les connaître, mais vous ne savez pas forcément que l'administration les connaît. Très différent donc d'une demande de renseignement où vous savez ce que vous donnez et vous pouvez vous préparer. Donc, attention à se préparer de façon beaucoup plus transversale. Voilà, je vais pas aller plus loin ici là-dessus pour que Nicolas puisse quand même dire quelques mots de la coopérative compliance programme. Merci Charles. Alors, le slide va arriver, je ne sais pas quand. Donc, un mot pour vous expliquer ce qu'est ce système et peut-être commencer par là en expliquant que ça vise, en tout cas pour le moment, les très grandes entreprises. En sachant que cette définition de très grandes entreprises, peut-être que quelqu'un l'a trouvé, mais moi j'ai encore cherché ardemment hier et ce matin, et je n'ai pas trouvé les critères. Il y a une vague notion d'une loi qui doit les définir en 2019, on est en 2021, et force est de constater que ce n'est pas facile de trouver les critères de très grande entreprise, mais en tout cas, bon, il ne faut pas être très malin pour comprendre que la notion de très grandes entreprises va au moins au niveau des seuils, puisque là, les critères, on les connaît, hein, c'est le pied de bilan, le chiffre d'affaires, les équivalents temps plein, ce seront ces chiffres des grandes entreprises, mais plus importants encore. Donc, tout ça pour vous dire que ça ne vise pas pour le moment, loin de là, la majorité des sociétés en Belgique et encore moins en Wallonie. Mais tout de même, l'esprit de ce programme de Cooperative Tax Compliance est assez intéressant. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on veut absolument, pour le moment, diriger le débat, non pas de manière, les débats contentieux et post-déclaration fiscale, et lorsqu'on a un souci, on veut plutôt l'avancer et l'anticiper en essayant d'avoir une coopération avec l'administration fiscale, une relation avec l'administration fiscale qui soit récurrente et constante et avec lesquelles on échange de manière spontanée et de manière régulière sur les opérations qui ont lieu et dont on veut discuter des conséquences fiscales immédiatement. On parle beaucoup dans les brochures que vous lirez peut-être d'actualité. Donc, on veut absolument pouvoir discuter des conséquences fiscales d'opérations au moment où on les réalise, en anticipant les problèmes plutôt qu'en déplaçant le problème après dans un esprit plus contentieux. Et donc, il y a tout un canevas qui est organisé. Alors, il y a des règles bien particulières. Je vous disais, il y a la taille de la société, mais il y a aussi la capacité de la société à avoir en place un processus qui permet en interne, une espèce d'audit interne, qui permet à la société de facilement identifier elle-même là où sont potentiellement ses soucis fiscaux. Donc, c'est un système de reporting en fait fiscal bien tenu et dont je veux dire, la véracité, ou en tout cas le côté bien tenu, est vérifié au préalable par l'administration fiscale avant d'accepter une société dans ce programme. C'est très difficile pour le moment d'avoir une vue sur ce que ça donne, parce qu'on est encore en phase pilote, en fait, avec quelques sociétés qui ont été ciblées et qui ont été approchées avec ça. Donc, c'est difficile d'avoir suffisamment de recul pour vous dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, l'esprit paraît a priori intéressant. On essaye d'apporter une sécurité juridique plus importante aux contribuables en lui octroyant la possibilité d'échanger avec l'administration fiscale. Ceci dit, ça ne change absolument rien par rapport à tous les droits et obligations du contribuable. Ça veut dire, au niveau de ces droits, ça veut dire aussi que ce n'est pas parce que l'administration, dans les échanges qu'ils auront dans le cadre de ce programme, n'est pas d'accord avec le contribuable sur les conséquences fiscales d'une opération que le contribuable n'aura pas la possibilité de les mettre en place aussi et éventuellement d'appliquer toute la procédure de litige qui est à sa disposition en cas de réclamation ou en cas de contestation de l'administration. Donc, les droits à réclamation, les droits à aller devant le tribunal de première instance si le litige allait jusque-là, restent ouverts. Donc, tout ça ne change absolument rien, mais en fait, on essaye tout simplement par ce programme de coopération de limiter au maximum ces litiges et d'essayer d'anticiper de manière constructive les choses et que chaque partie puisse comprendre l'autre, comprendre ce dont. Donc, on est dans un esprit très proche finalement de ce qu'on a en matière de ruling. Il faut savoir que par ailleurs, rien ne vous empêche de continuer à demander des décisions de ruling, des décisions anticipées, sur
des sujets qui seraient par ailleurs traités de manière plus informelle dans ce programme avec l'administration centrale et l'administration grande entreprise. Donc, tout ça est parfaitement combinable. L'esprit est intéressant. Vous dire si dans les faits, les promesses sont tenues, c'est encore un petit peu tôt en tout cas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense tout simplement que le législateur a constaté la complexification de la fiscalité fait aussi que pour pouvoir donner un certain confort aux contribuables, aux gros contribuables, aux grosses sociétés, mais aussi aux investisseurs étrangers, il fallait peut-être mettre en place cette méthode et ce mécanisme de discussion et de coopération pour essayer d'apporter une sécurité juridique plus importante. On peut en tout cas dire que dans nos clients qui ont été approchés, comme poisson pilote, aucun n'a signé le bon, si j'ose dire. Ils ont refusé l'approche. Et on peut tout de même comprendre les garanties qui sont données, pour le moment, restent quand même encore relativement insuffisantes. Et c'était un peu en guise de conclusion, d'ailleurs, Nico, je ne sais pas si, parce que c'est vrai que les slides ne passent pas, mais on avait des conclusions, mais qui ont déjà été faites, donc je pense qu'on peut terminer ici. La conclusion, c'est qu'il y a un durcissement global des contrôles et des pratiques, avec toute une série de nouveaux outils que l'administration a aujourd'hui et qui sont sanctionnés si on ne les a pas préparés. Donc, il faut se préparer d'une façon nouvelle aussi à ce type de contrôle. Vous ne pouvez plus vous laisser surprendre parce que les informations seront déjà dans les mains de l'administration lorsqu'ils viennent vous contrôler. Demain, vous n'aurez plus ce contact ou de moins en moins ce contact direct avec le contrôleur fiscal, mais indirectement avec un grand ordinateur, si j'ose dire, ce qui empêchera aussi la capacité d'arrondir un peu les angles quand il le faut. Et à côté de ça, on nous promet une transparence contre une vraie coopération qui ne semble pas être la direction prise. Donc, ce New Deal, entre guillemets, est-ce que ce sera un fair deal? Je ne pense pas que pour le moment, en tout cas, les conditions soient complètement réunies, surtout dans un contexte Covid où l'administration est très agressive sur la récupération de cash, notamment. Ça ne nous paraît pas évident. Maintenant, l'intention est louable et comme le rappelait Nicolas, c'est ça qu'on voudrait obtenir à un moment donné. C'est ça dont on a besoin à un moment donné en termes de sécurité juridique, mais entre un État hollandais où culturellement ça fonctionne depuis des années et la vision plus belge du rapport à la fiscalité, je pense qu'il y a quand même encore un gap important. Le contribuable n'est pas encore prêt, je dirais, à ouvrir tous ses livres sans garantie qu'on n'en fera pas quelque chose qui sera retourné contre lui. Donc, il nous reste le ruling, comme le disait Nicolas, et donc peut-être ça, c'est une façon de conclure. Alors, malheureusement, on a dû répondre un peu aux questions comme ça, et on s'est évidemment, comme d'habitude, emballé un peu sur tous ces sujets qui nous passionnent et qui, nous espérons, vous ont passionnés pour un petit temps, en tout cas. Nous restons, nous, en tout cas, à disposition pour plus de questions à partir de maintenant, mais on comprendrait tous les gens qui maintenant doivent retourner à leurs autres occupations. Vous remercions pour votre attention, pour votre présence, et Robert Alf, Cédric et toute son équipe pour l'organisation. On est là maintenant prêt à répondre à vos questions, ou bien sûr, comme le disait Cédric, vous avez nos coordonnées, directement ou indirectement via Cédric ou en direct, vous pouvez nous contacter. Ce sera avec plaisir qu'on abordera des cas plus spécifiques avec vous. Merci beaucoup. Merci Charles, et c'est vrai que c'est un sujet intéressant et qui a l'air de bouger pas mal, avec encore quelques incertitudes évidemment, mais pour tous les gens qui sont dans le secteur, évidemment, ce sont des points importants. Donc voilà, nous on reste disponible s'il y a des questions maintenant. Charles, Nicolas, je pense que vous avez aussi accès à la Q&A box. Voilà, actuellement, à part l'un ou l'autre qui vous remercie et qui nous remercie, il n'y a pas de nouvelles questions. Sinon, voilà, que chacun se sente libre. C'est le moment, c'est l'instant. Consultation fiscale gratuite dans les 5 prochaines minutes. La prochaine fois, ce sera payant, à mon avis. Non. Non, pas le premier appel, alors, c'est ça? Ça avec plaisir, voilà, c'est ça. Il y a encore une étape. Parfait.
nous recevons des remerciements bien agréables, mais à mon avis, pas trop de questions à l'oral, ce qu'on peut comprendre sur des sujets pareils. Mais donc, une fois encore, voilà, ça peut se prolonger. Je ne pense pas que nous aurons des questions. Je propose peut-être qu'on stoppe ce webinaire ici. Merci à toutes et à tous. Et alors, voilà, on reprendra très vite contact avec vous aussi en espérant que les prochains webinaires pourront être des séminaires en présentiel, je le répète, et dans nos différentes localisations, vraisemblablement toujours en collaboration avec Ernst & Young. Donc voilà, merci à tous, bonne journée et profitez bien du soleil. Et déjà, jeudi midi, mais il reste une journée et demie, un bon week-end à tous. Merci.